fin des années 80, j'étais très ami avec Pierre Cotta-Lorda, le créateur de la Diane française. Je lui ai acheté tous ses livres depuis de longues années. À ce moment-là, je fermais une galerie à Nice, au boulevard Gambetta, et je m'occupais d'un espace d'exposition à la chapelle Saint-Jean-Baptiste à Saint-Janet. Je projetais d'éditer le premier livre, Encre noire, qui va sortir en 1992. Et Pierre, qui suivait un peu cette histoire-là depuis longtemps, on se voyait, on déjeunait ensemble très régulièrement, m'a proposé en 1992 de m'apporter les noms de Quadrige et de la Diane française. Ce sont des noms qui historiquement ont une importance assez conséquente, puisque Quadrige, c'est une revue d'art qui a été créée par René Huyghe, conservateur des peintures au Louvre, en 1945, au sortir de la guerre. Il imaginait un quadrige de chevaux qui sortait de la cave dans laquelle il avait été enfermé pendant la guerre et qui représentait la mode, la beauté, l'art et la culture. En 1947, Pierre décide donc de créer sa maison d'édition et va voir Louis Aragon, qui était le grand dispensateur du papier. Papier très dur à trouver, on était au sortir de la guerre, il manquait beaucoup de choses, donc Pierre va lui exposer son projet. Ce projet plaît beaucoup à Aragon, qui lui propose de donner à sa société le nom, et à la maison d'édition, le nom de son dernier recueil de poésie, publié chez Segers en 1944, en Belgique, La Diane française. Pierre commence à travailler en 1949 pour avoir une dotation supplémentaire de papier. Il décide de racheter la revue Quadrige, ce qui lui permet d'avoir une nouvelle dotation de papier avec les invendus de la revue. Quadrige, donc, devient propriété de Pierre, il continue à l'exploiter en tant que revue jusqu'en 1953, où il va sortir des numéros spéciaux sur l'Alsace, etc. C'est une date à laquelle il n'y a plus de problème de fourniture de papier. L'industrie s'est remise en route tout à fait normalement. Pierre ramène la revue à Nice, elle était à Paris à l'époque. Il la laisse mourir. Ce n'est pas le projet qui l'intéressait le plus. Hein? Par contre, il monte en puissance dans ses éditions. Il faut dire qu'il avait commencé en 1950 à éditer André Masson, un livre de médecine sur la chirurgie, discipline de la connaissance du professeur René Le Riche. Et il avait demandé à Matisse, à Masson, à Berthold Mann de faire le portrait de ce professeur. Les exemplaires de tête du livre étaient enrichis d'une lithographie de Matisse. Deux noms qui ont une histoire assez importante et que Pierre propose de me transmettre en 1992, alors qu'il avait arrêté ses activités depuis quelques années. À ce moment-là, on décide de s'associer, de créer la société Quadrige. Quadrige devient le nom de la galerie et la Diane française reste le nom de la maison d'édition que je reprends pour l'amener où elle est aujourd'hui. 10 ans après la parution du premier livre, Encre noire, donc en 1992, illustré par Didier Gasque, je décide de rendre hommage à Pierre Cotta-Lorda et de recenser toutes les éditions qu'il a faites sur la Diane française. Avec, je le répète, Henri Matisse, André Masson, Léonore Fini, Hilaire, Trémoy. Cette édition que j'appelle 10 ans et plus parce que ça fait 55 ans que la maison d'édition a été créée, 10 ans que nous sommes associés, je demande à un ami de raconter l'histoire de Pierre Cotta-Lorda. Pourquoi il en vient à l'édition, comment c'est créé, d'où viennent les noms, etc. Nous recensons la totalité des éditions de Pierre. Nous présentons en même temps la transmission qu'il y a eu entre lui et moi et notre association. Dans cet ouvrage de 10 ans et plus, je réunis 10 artistes qui font chacun une estampe originale et un texte, en plus du texte historique, accompagne chacun des 10 artistes. 10 ans plus tard, en 2012, je décide de continuer à raconter cette histoire de la galerie et des éditions, et je sors cet ouvrage,
20 ans et plus, qui est illustré par 10 autres artistes, avec lesquels j'ai réalisé de belles éditions et qui sont très attachés à la galerie. On retrouve là-dedans Marcel Aloco, Martin Miguel, Éric Massolder, enfin. Et on arrive 10 ans plus tard. Donc, en 2012, l'histoire des 10 dernières années a été racontée par Raphaël Monticelli, qui essaye un peu de tout recenser, qui est un auteur avec lequel j'ai beaucoup travaillé pendant les 10 années précédentes. Et puis on arrive en 2022, donc avec cette édition 30 ans et plus, je demande à Alain Frex, qui est un autre auteur avec lequel je travaille beaucoup, donc de raconter l'histoire des 10 dernières années de la galerie, et je réunis à nouveau 10 artistes avec lesquels j'ai réalisé de grosses éditions, ou plusieurs petites, enfin qui sont là aussi liées à la galerie. Donc dans cette troisième édition, 30 ans et plus, c'est toujours 30 ans de la Galerie Quadrige et de mon association avec Pierre Cotalorda, mais 75 ans de la maison d'édition. On a une première partie donc, qui a été écrite par Alain Frex, qui fait une vingtaine de pages et qui raconte un peu donc, ce qui s'est passé pendant ces 10 années, les différentes éditions. Il rend aussi un hommage aux artistes et aux auteurs disparus pendant cette dernière décennie, dont des amis très proches et très importants pour nous. À nouveau, en plus de ce texte historique, je réunis 10 artistes différents des 20 premiers. On retrouve Fumika Sato, une artiste japonaise, Remo Gerti, un artiste italien, Gérard Elie, français, Muriel Desambrois, également une française, Sabrina Dagliano, allemande, Carmen Boccu, une italienne, milanaise, Max Charvolaine, Jean-Jacques Laurent, Claude Viala, tous les 3 français, Giovanni Rubino, italien. Malheureusement décédé il y a un peu moins d'1 an. Donc pour chaque artiste, j'ai demandé un texte à 5 auteurs différents. On a des textes de Raphaël Monticelli, d'Alain Frex, de Martin Miguel, de Bertrand Roussel et de Jacques Simonelli. Fumika Sato, donc cette artiste japonaise, nous rend un travail typiquement japonais. C'est l'empreinte que les pêcheurs, au début des samouraïs, faisaient de leur capture, de leur prise. Donc quand ils avaient un beau poisson, ils ancraient le poisson et ils prenaient l'empreinte pour en garder le souvenir et en même temps rendre hommage au poisson. C'est ce qui s'appelle dans la culture japonaise le gyotaku. Martin Miguel, qui a fait le texte de Fumika Sato, en parle et décrit vraiment son fonctionnement. Remo Giatti, donc un artiste de Milan, une gravure qui représente Dante et Béatrice. On a énormément travaillé ces 10 dernières années avec Remo Giatti, peut-être une quinzaine de livres, dont certains absolument énormes. Mais le dernier en date, c'est un portfolio sur la vie nouvelle de Dante. Donc il a repris cet amour de Dante et Béatrice pour les 30 ans de la galerie. Là, nous avons un texte d'Alain Frex qui raconte un peu notre relation. Donc Gérard Elie, un artiste niçois, il s'est amusé à reprendre des passes d'imprimerie, c'est-à-dire des papiers sur lesquels que je passe pour éponger un peu l'encre et qui sont imprimés plusieurs fois dans plusieurs sens, etc. Donc un peu une référence à la galerie et à la maison d'édition. Et sur ce fond d'écriture, il vient lui-même écrire. C'est un alphabet qui est absolument illisible, qui vient d'une civilisation oubliée, qui sort de son imagination. Et donc il recouvre ces pages qu'il a récupérées dans l'atelier donc de son écriture. Le texte qui raconte l'histoire et notre relation avec Gérard Elie a été fait par Bertrand Roussel. Muriel Desambrois, une artiste française qui vit à Aix-en-Provence, nous fait un monotype. Elle peint à l'encre ou à la peinture sur une vitre ou un plexiglas et sous presse, elle reporte sa peinture sur papier. Donc au départ, elle a imprimé une photo. Après,
on a ici en rouge le monotype, donc qu'elle va peindre, qu'elle va dessiner sur son plexiglas. Et puis une écriture, dans laquelle elle va reprendre l'ensemble des éditions qu'on a faites, de façon à créer ce lien avec l'histoire de la galerie. Le texte pour Muriel Desambrois a été fait par Alain Frex. Sabrina Dagliano reprend une des pièces qu'elle avait faites dans un des livres, dans la série des feuilles de céramique, avec ses fils de fer rouillés qu'elle insère entre 2 ou 3 feuilles de papier de riz, laisse sécher et qui sont donc collées sur cette feuille. Son texte a été fait par Alain Frex et là aussi on a une tentative d'analyse et d'étude de son travail. Carmen Bocou, une artiste milanaise, nous livre une gravure sur cuivre dans laquelle elle fait allusion aux 30 ans. On a cette espèce d'envolée de feuilles ou de livres très lyriques, très poétiques. Et le texte qui la concerne a été fait par Martin Miguel. Le travail de Max Charvolaine, quand on ne connaît pas l'artiste, est très particulier. Il va habiller une architecture, couvrir un espace d'architecture de petits morceaux de tissu qu'il va coller. Et qu'il va coller avec des colles teintées dans des couleurs différentes suivant l'orientation que chaque partie a. Le sol, il va le laisser vierge et cru. Par contre, les murs dirigés d'un côté vont être peints d'une couleur, ceux d'un autre côté d'une autre couleur, etc. Quand tout ça est sec, il arrache ces collages du mur et il a finalement la reproduction d'un morceau d'architecture en 3 dimensions. Pour mettre à plat son travail, il va découper dans des arêtes, à certains endroits, son œuvre. Donc suivant l'endroit où il va découper, il aura une mise à plat différente. Chaque fois qu'il choisit de découper à d'autres endroits, donc, il ne peut le faire qu'une fois. Mais il y a un mathématicien qui a essayé de calculer le nombre de mises à plat possibles à partir d'un travail. Et c'est innombrable. Jean-Jacques Laurent, un artiste de Valoris, a réalisé ses œuvres par tamponnage. Il fait des tampons dans une matière qui est mi-souple, mi-rigide. Une matière qui peut se déformer à force d'être écrasée et qui va donner donc des tamponnages différents suivant le nombre d'emplois qu'il y a eu. Il a ses tampons pour faire le fond vert et trucs, et puis des tampons pour faire les personnages, etc. Et à chaque fois, évidemment, il aura des résultats différents puisque chaque tamponnage est original. Giovanni Rubino, donc artiste milanais, je vous dis malheureusement décédé dans l'année, a repris un dessin qu'il a fait à partir d'une gravure de Gustave Doré sur la Divine Comédie. C'est une reproduction numérique d'un de ses dessins. Dessous, il réalise un dessin original et à chaque fois, il va répéter ce dessin, qui seront toujours un peu différents, évidemment, qui le représente en train de dessiner. Giovanni Rubino, c'est un artiste qui se balade toujours avec un carnet dans la poche et qui croque à longueur de vie différents moments de la vie courante des gens, que ce soit dans un bistrot, à la plage, un travailleur, une chose, etc. Donc il a ses carnets de croquis, d'ailleurs on en avait fait des portfolios, et il se représente en train de dessiner cette gravure issue de la Divine Comédie de Dante. Et enfin, nous avons Claude Viala, qui m'a remis un original qui a été travaillé en sérigraphie à Marseille par l'atelier Vis-à-vis. Vous savez, la sérigraphie, ce sont des écrans en toile, l'encre passe à travers, aux endroits où la trame n'est pas bouchée. Partout où il n'y a pas d'encre, l'ensemble de l'écran était bouché et libéré à l'endroit donc où l'encre va passer avec une raclette. En travaillant avec des trames différentes, on peut obtenir des densités de couleurs différentes. Donc c'est un travail assez sensible de Claude Viala.